cherche dans le son. Je te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que je vis ma vie au ralenti. You can roll but I fly. She get low when I'm high. I'ma do what I want. Did it big till I die. Nobody can stop me, no. On the road comme un trucker. Pensez pas que c'est easy. Fallait work. Where is he? On le cherche partout dans la ville pour la sauver d'un travaux. Where is he? Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Je suis passé pendant plus d'une heure de descendre. Je dis si la vue est belle. Je dis si la vue est belle. All the real ones, yeah, I count them on a hand. Everybody else, well, it's goodbye. I know what they say, baby, I know how it is. Now I'm doing my thing, it feels right. It seems unreal. Used to look for something, was scared of what was coming. Nothing to fear. Maintenant le ciel c'est clair, on va se perdre. Je me suis perdu dans le ciel, je suis perdu dans le ciel. Je pensais pas non plus, j'en ai un descendre. Je sais si la vie est belle, je sais si la vie est belle. Je me suis perdu dans le ciel, je suis perdu dans le ciel. Je pensais pas non plus, j'en ai un descendre. Je sais si la vie est belle, je sais si la vie est belle. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Dan Bussière. Bienvenue au Pig Channel du 22 avril en après-midi. Donc, bienvenue tout le monde encore une fois. Aujourd'hui, les partenaires vedettes sont Alltech et Probiotech, qui sont des partenaires de nos Pig Channel aussi depuis toujours et qui nous supportent assez souvent dans nos projets en recherche et en développement avec l'équipe ici au Québec et à travers le Canada. Donc, merci d'être partenaire avec nous pour la journée de cet après-midi. Donc, comme d'habitude, des petits conseils d'usage, on a une Q&A dans le bas de l'écran pour poser des questions. On vous encourage à poser des questions à moi et Jean-Philippe lors de nos conférences. On va essayer d'y répondre à la fin des conférences graduellement. Et puis, il y a des prix de présence aussi qui vont être faits la semaine prochaine pour les producteurs qui participent au webinaire. Donc, on a 3 beaux prix de présence qui vont être faits l'année prochaine sur la page Facebook du Pig Channel. Donc, on va faire l'annonce la semaine prochaine et puis on va vous contacter pour vous remettre vos prix à ce suite-là. Donc, on va y aller tout de suite avec la première conférence. C'est moi qui va débuter ça. Donc, on a 3 conférences aujourd'hui, 3 petites présentations. Donc, on va parler de problèmes et approches aux solutions en élevage, sur des problèmes d'élevage qui sont fréquents ou plus ou moins fréquents dans certains cas. On va parler d'hernie ombilicale et hernie scrotale, ulcère et mortalité chez les truies, mais je vais aussi parler un peu des prolapses chez les truies, qui est un sujet un peu d'importance qu'on entend parler dernièrement, et la nécrose d'oreille. Jean-Philippe va parler de la nécrose d'oreille chez les porcelets. Donc, on va commencer tout de suite avec la première présentation. Donc, on a une présentation mortalité des truies, un sujet qu'on entend parler un peu plus dernièrement pour différentes raisons, surtout aux États-Unis, avec des cas un peu plus fréquents de mortalité haute dans les élevages de truies. Donc, est-ce que c'est un enjeu de nos jours? Oui, je pense que c'est un problème qui est un peu plus fréquent ou un peu plus important que dans les années par le passé. Si je me rappelle des années 90-2000, quand j'ai commencé à travailler, on parlait souvent des taux de mortalité de 5 % ou moins comme étant la norme, comme étant l'objectif dans des fermes, puis on voyait même des taux en bas de ça de façon assez régulière. Par contre, depuis 20 ans ou depuis 5-10 ans surtout, les taux de mortalité ont augmenté dans les fermes. Et on voit des moyennes au-dessus de 10 % et aussi des fermes avec 15 à 20 % de taux de mortalité. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de façon plus fréquente, des taux de mortalité à 15-20 % dans des maternités, ce qui est pas acceptable tant qu'à moi. Donc, comme je disais, depuis 20 ans, on voit les taux augmenter à 10, 15, 20 % dans des fermes. Maintenant, on est satisfait si on est à 10 % avec un objectif de 8 %. Encore là, il y a des fermes qui font mieux que ça, là, je l'avoue, mais on voit beaucoup de fermes avec des niveaux plus hauts. Puis, il y a beaucoup de variations. Même dans un même réseau, il y a encore des fermes qui font des pourcentages assez bas, puis il y en a d'autres qui font des pourcentages très élevés. Donc, je mentionne qu'est-ce que c'est un enjeu. Des données de SMS, qui est une base de données aux États-Unis, montrent une augmentation d'à peu près de 0,5 % par année. Données PicChamp, qui est une autre base de données, montre des données États-Unis, Canada, 2015, 2018, 2021, comme on voit ici. On est passé aux États-Unis de 9 % à plus de 15 % en dedans de 6 ans.
Au Canada, l'augmentation est moindre. Là, on fait probablement un meilleur travail pour différentes raisons, mais on a quand même une augmentation de près de 3 dans les 6 dernières années. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les mortalités arrivent souvent autour de la mise bas, donc une semaine avant jusqu'à la fin de la lactation. C'est souvent les périodes les plus importantes pour la mortalité des truies. Puis un autre facteur aussi qui a changé au fil du temps, d'après les spécialistes, c'est qu'on voit plus de mortalité chez les jeunes truies. Il n'est pas rare de voir 30 à 40 de mortalité chez les cochettes jusqu'à P2, ce qui a un impact économique encore plus grand parce qu'on ne paye pas avant la parité 3 pour une cochette, c'est un investissement qu'on fait. Les principales causes sont souvent non identifiées. On parle de mortalité subite qui n'ont pas nécessairement été identifiées par les gens à la ferme. Là. Problème locomoteur qui est encore un problème assez important, mais je pense que c'est mieux que c'était. Les ulcères, je vais en parler un peu, mais aussi les prolapses. Donc, on va parler des ulcères, des prolapses en détail un peu plus pendant ma présentation. Puis pourquoi c'est important, c'est que ça a un impact économique, OK, la mortalité, des données évaluées par SMS encore là. En temps normal, dans une situation où le prix des grains est normal, on parle de 1 000 à 1 300 la truie US, OK, pour une truie qui meurt. Mais aujourd'hui, avec une mise à jour avec le prix des grains et ce qu'on vit présentement, on parle de 1 450 à 1 700 US. Donc, on parle là, du minimum au maximum entre 1 250 à 2 100 par truie pour une truie qui meurt dans un troupeau. OK? Une autre façon simple de l'estimer, on avait fait des calculs à l'interne chez Alife, on parlait d'une perte de productivité annuelle de 0,25 à 0,3 porcelets pour chaque % de mortalité. Donc, dans un troupeau de 500 truies, là, 1 % de mortalité, là, qui représente 5 truies par année, ça représente 6 250 à 10 500 si on prend les calculs de la base de référence de SMS. Et si on prend les données de productivité avec une valeur de porcelet à 50 on parle de 6 250 à 7 500. Donc, n'importe quoi entre 6 000 et 10 000 là, par pourcentage de mortalité pour un troupeau de 500 truies, c'est quand même important. Les facteurs pour expliquer cette tendance, bon, c'est quoi? Donc, on parle, un des facteurs qui a changé au fil du temps, c'est qu'on doit euthaniser les animaux fragilisés. Il y a plusieurs années, avant que les règles de transport soient sévères, on pouvait envoyer les animaux dans des camions pour les envoyer à la réforme. Mais aujourd'hui, ces animaux-là, s'ils ont des boiteries, des hernies trop importantes, ils doivent être euthanisés à la ferme. Donc, au lieu de rentrer dans le pourcentage de réforme, ils rentrent dans le pourcentage de mortalité. L'impact des maladies, il faut avouer qu'aux États-Unis, depuis 1 an ou 2, ils ont été affectés par des souches de CRCP très virulentes. Au Canada, ça arrive aussi, mais aux États-Unis, ils ont été affectés pas mal par ça, donc ça peut aussi jouer sur les taux de mortalité. Plusieurs parlent d'amélioration génétique qui rend les animaux plus fragiles. Encore là, je ne veux pas embarquer dans le débat de la génétique versus la mortalité des truies, mais force est d'admettre que nos animaux sont plus performants. On fait des meilleures performances aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans. Ça, c'est inévitable. Par contre, dans certaines conditions d'élevage, ces animaux-là, à haute performance génétique, peuvent être plus fragiles, plus sensibles aux maladies ou à des manques de régie. Qualité des cochettes. Je pense que des fois, on oublie comment on élève nos cochettes. Différents systèmes le font différemment. Il y a des compagnies génétiques qui le font, d'autres qui le font à l'interne. Des gros systèmes de production élèvent leurs cochettes dans leur système de remplacement, de multiplication. Donc, tout ce qui comporte la sélection des cochettes, l'élevage, la régie est super important. Puis je pense que des fois, on manque un peu là-dessus. On a tendance à sélectionner peut-être un fort trop de pourcentage de cochettes qui ne sont pas nécessairement tout le temps de qualité pour la longévité dans l'élevage. La main-d'œuvre, c'est un challenge. Hein? Comment on détecte les animaux malades, comment on réagit quand on traite les animaux malades, ça peut aussi avoir un effet. Grandeur des fermes, des études aux États-Unis ont montré que ce n'était pas nécessairement vrai, mais moi, je pense que ça peut avoir un impact dans certains cas. L'élevage en groupe, certaines se posent la question du fait qu'on s'en va en groupe chez les truies en gestation. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec les bons systèmes d'élevage en groupe, qu'on a vraiment d'impact, mais peut-être que les premiers systèmes, il y a 5-10 ans, moins bien adaptés, avec un moins bon design, peuvent avoir des conséquences. Et les prolapses, qui sont un cas en augmentation de façon importante. Donc, les prolapses, pourquoi on parle de ça? C'est qu'il y a une augmentation au cours des 5-10 dernières années. Dans certains troupeaux, ça peut représenter 20 à 40 des causes de mortalité. Donc, si vous avez une moyenne de 12 on peut être à 2,4, 4,8 de mortalité juste due au prolapse. Puis, je les appelle les POC, parce qu'en anglais, ils appellent ça Pelvian Organ Prolapse. C'est un terme qui se dit bien. Donc, c'est tous les prolapses reliés vaginal, rectal, utérin chez la truie. L'objectif, c'est d'être sous 2 idéalement à 1,5 de prolapse, de mortalité due à des prolapses. Par contre, c'est un problème multifactoriel, donc il n'y a pas de solution unique. Je vais revenir un peu sur les causes et les solutions. Grande variabilité entre les fermes, même dans un même réseau avec la même génétique, la même alimentation. Donc, c'est ça des fois qui fait que c'est un peu plus compliqué. La même génétique, la même alimentation dans un réseau de production de plusieurs fermes peut avoir des taux de mortalité et de prolapse différents et variables. Donc, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis en 2018-2019 sur plus de 100 fermes dans 15 États différents qui a ramené des choses intéressantes. Donc, les facteurs de risque.
conditions des truies à la mise bas. Donc, des truies plus maigres sont à risque. Puis là, quand je dis maigres, c'est vraiment des truies avec une maigreur un peu plus extrême. Donc, ça a été noté dans l'étude qu'on a faite aux États-Unis que les truies maigres avaient plus de risque de faire des prolapses et de mourir autour de la mise bas. Puis, il notait qu'à ce moment-là, que les fermes avec une stratégie d'alimentation moins bien adaptée pour contrôler justement le taux de chair des truies étaient plus à risque. Donc, ceux qui alimentaient les truies un peu n'importe comment, qui n'avaient pas une stratégie avec des mesures de gras dorsal ou de conditions de chair, avaient plus de cas de prolapse et de mortalité. Une autre chose qui a été faite, c'est qu'ils ont fait une évaluation de la région du périnée. Ils appellent ça Perineal Score. Je vais vous montrer des photos. Où est-ce que tu identifies des animaux à risque par la forme de la région du périnée. Puis que si tu as 4-5 des animaux dans ton troupeau peuvent représenter 30 à 40 des prolapses. Donc, tu identifies les animaux à risque qui peuvent représenter 5 des animaux dans le troupeau, mais ils représentent 30 à 40 des animaux qui ont des prolapses. Donc, c'est une façon d'identifier les animaux à risque. Par contre, ça ne règle pas le problème. Si tu en as beaucoup dans ton troupeau, il faut que tu trouves des solutions. Donc, les notations 3 ont 20 à 25 de prolapse versus les 1 et 2 qui sont les risques moins élevés, 1 à 2 Donc, c'est vraiment ces animaux-là qu'on doit identifier et essayer de contrôler. C'est drôle hein, parce qu'ils ont identifié un microbiome vaginal différent sur les truies qui étaient à risque. Okay? Ils ont mesuré le microbiome vaginal de ces truies-là, puis ils ont identifié des différences majeures entre les truies qui étaient en notation 3, donc à risque, versus ceux qui étaient faibles. Ils ne comprennent pas pourquoi encore, puis ils ont aussi identifié des hormones stéroïdiennes différentes en circulation chez les truies à risque. Donc, je sais que les gens d'Iowa State travaillent là-dessus pour essayer de bien comprendre pourquoi il y a des différences à ce niveau sur les truies qui sont à risque. Donc, des photos. J'ai mis les photos des truies 3, donc des truies qui sont vraiment évidentes. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit une protubérance au niveau de l'anus, au niveau là, de la vulve de l'animal. Donc, c'est assez facile à identifier. C'est ça qu'il faut voir dans un troupeau, combien qu'on en a. Okay? Si on a un haut taux d'animaux qui ont des protubérances au niveau de la région du périnée comme ça, bien, on va avoir des risques de prolapse plus élevés. Comme je vous dis, ça ne règle pas le problème, mais ça permet l'identification des animaux à risque plus facilement. Une autre chose qu'on a noté dans les études aux États-Unis, c'est que les fermes avec de l'eau traitée avaient moins de prolapse. Okay? Donc, des fermes qui traitaient l'eau avec soit du chlore ou des solutions de peroxyde, là, donc pour maintenir la qualité de l'eau, il y avait moins de problèmes de prolapse. Par contre, dans certaines études, ils ont montré que même si la ferme avait des incidences élevées, donc ils ne traitaient pas l'eau, qui avait des incidences élevées, et qui commençaient à traiter l'eau, ça n'avait pas nécessairement un effet positif, en tout cas à court terme, sur le nombre de prolapses. Donc, ça n'a pas de l'air à régler un problème si tu as un problème de façon rapide, mais à long terme, si on traite l'eau, peut-être que ça empêche l'apparition de facteurs de risque, mais ça ne va pas nécessairement les éliminer quand ces facteurs de risque-là sont présents. Encore là, il y a encore un peu de recherche à faire là-dessus, mais la qualité de l'eau semble avoir une importance à ce niveau-là. Donc, les pistes de solution, c'est avoir un bon suivi au niveau de l'état de charge, je le mentionnais tantôt, donc c'est adapter le problème alimentaire. Puis, on parlait des truies maigres qui sont à risque, mais les truies aussi grasses, il faut faire attention. Donc, il faut éviter de sous-alimenter et de suralimenter en fin de gestation. Nous autres, en tout cas, je sais que Jean-Philippe recommande souvent d'éviter la suralimentation les quelques jours avant le mise-bas. Puis ça, c'est vrai que quand on suralimente les truies à 6 livres de moulée, quelques jours avant le mise-bas, on semble augmenter le risque de prolapse. Mais de l'autre côté, si les truies sont vraiment maigres autour de la mise-bas, ben aussi, il y a un impact sur le nombre de prolapses. Donc, c'est de garder la balance au niveau de l'état de chair de la truie qui est super important. Éviter la constipation, donc consommation d'eau adéquate, de la fibre. Ça explique peut-être des fois des différences entre les Américains et nous au Canada. Les Américains, il y a beaucoup de moulées gestation qui sont à base de maïs, soya, avec souvent pas d'ajout de fibres, là, pas de grues, pas d'écailles de soya, pas d'écailles d'avoine, pas d'orge comme on retrouve dans l'Ouest. Donc, des moulées moins fibreuses qui peuvent peut-être augmenter les risques de constipation. Donc, au Canada, on a l'avantage d'utiliser plus de fibres dans nos moulées. Donc, consommation d'eau, l'utilisation de la fibre permettent d'éviter les problèmes de constipation qui peuvent éviter ou réduire les problèmes de prolapse. Comme je disais tantôt, la notation du périnée. Donc, dans notre troupeau, on doit le faire. En tout cas, on doit le regarder si on a un problème, de voir ce qu'est le pourcentage de truies avec un score de numéro 3. Puis, ça doit être fait en fin de gestation. Vraiment, là, dans les 2 semaines avant la gestation, pour vraiment identifier les animaux à risque, on sait que ça arrive autour de la mise bas. Régie autour de la mise bas, on doit s'assurer que les truies mettent bas facilement. Donc, éviter les longues mises bas. Plusieurs stratégies qui peuvent être faites à ce niveau-là. On a un top dress, nous, qui pérémise bas, qui facilite le processus de mise bas en travaillant sur différents aspects de la nutrition. Les laxatifs, dont on parlait d'eau tantôt, fibres, mais aussi l'utilisation de laxatifs pour empêcher la constipation. Puis éviter la surutilisation d'hormones. Autour de la mise bas ou à la mise bas, de piquer les truies à l'oxytocine au fond, ça peut augmenter la longueur des mises bas
puis augmenter la pression par la truie qui pousse plus longtemps pour expulser les porcelets. Donc ça, ce n'est pas idéal non plus. Niveau de toxine, la zearalenone est souvent identifiée comme étant une toxine à risque, difficile souvent à cerner le problème. Donc, si on a des vulves rouges chez les femelles à la mise bas, ça peut être souvent un signe qu'on est dans un cas de zearalenone trop élevé. Donc, utilisation de grains non contaminés quand c'est possible, utilisation d'antitoxines, différentes stratégies, s'assurer que les silos soient bien nettoyés tout le temps. Ça, c'est super important. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder de façon un peu plus précise. Une étude qui avait montré que des niveaux de calcium super élevés pouvaient avoir des risques au niveau des prolapses, là, en bloquant l'urètre, en ayant des problèmes urinaires, en créant de la truie qui veut avoir, qui pousse un peu plus parce qu'elle est inconfortable. Là. Donc, ce n'est jamais quelque chose que j'ai vu. Là, je voulais juste le mentionner, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit de façon courante, évidemment. Éviter les changements brusques de moulée. On doit éviter les variations de consommation. Donc, ça aussi, il faut faire attention quand on change la moulée. Les truies en gestation, normalement, ne sont pas trop sensibles. Il faut quand même faire attention d'éviter les changements brusques de moulée ou les épisodes où la truie va manquer de moulée. Je parlais d'infections urinaires au niveau de calcium. Bon, ça aussi, les infections urinaires, de par différentes problématiques au niveau de l'hygiène ou des choses comme ça, peuvent augmenter la pression pour uriner à inconfort, créer de la pression, favorise, si la truie est à risque, l'expulsion des organes par le rectum ou la partie vaginale. La qualité de l'eau, je l'ai parlé tantôt, très important de faire attention. Ça ne semble pas régler le problème si on a un problème, en tout cas pas à court terme, mais ça semble prévenir les problèmes à long terme. Donc, c'est peut-être important de le regarder dans ce sens-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voyait dans le temps, là, les angles de plancher en gestation. C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, mais il y avait des gestations qui étaient construites dans le temps avec les truies, avec quasiment là, la différence entre le devant et le derrière de la cage peut avoir un angle assez important. Puis il y avait de la pression qui se ramassait, surtout en fin de gestation, dans le derrière de la truie à cause là, de la portée et puis la prise de poids de la truie. Mais c'est un problème de vieille bâtisse qu'on ne voit plus nécessairement aujourd'hui. Je vous montre une photo, là. Ça, c'est une photo, c'est pas. Jean-Philippe avait un cas qui me comptait d'un de chez client, mais ce n'est pas les photos d'un de chez client. Mais ça, c'est des photos qu'on a prises chez Alive, où on challenge un peu certains prolapses dans des fermes. Puis on voit, là, quand on parle de notation du périnée, on voit vraiment la protubérance, là. Puis ça, c'est des truies qui étaient couchées, qui avaient des cages courtes, puis que la cage en arrière, la truie, elle se mettait derrière là, puis ça créait de la pression, OK, parce que la cage était un peu trop haute, OK, par rapport au plancher. Puis Jean-Philippe me contait un cas avec un de chez clients que certaines bandes de truies étaient dans des cages où la cage descendait plus bas, puis les truies n'avaient pas la chance de se coincer derrière entre le plancher et la cage, et d'autres cages qui étaient plus hautes. Et il voyait une différence dans les cas de prolapse dans les bandes, parce qu'une ferme à bande aux 4 semaines, c'est les truies qui étaient logées où il n'y avait pas cet effet-là, d'avoir la contraction au niveau de la partie arrière de la truie. Puis ils ont mis des barres en bas des cages, puis ça semble avoir aidé le problème. Donc, ça aussi, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, qui est très coûteux, mais c'est quelque chose à observer dans certaines fermes, comment les cages sont faites. Bon, avec les truies en parc, ça ne devrait plus être un problème, mais dans certaines fermes, avec des cages, ça peut être quelque chose à observer. Rapidement, les ulcères de truie, deuxième point, en termes de mortalité, ce n'est pas une cause importante, mais ça arrive des fois qu'on se fait challenger là-dessus dans certaines fermes ou méthodes de production. C'est surtout lié à l'impact de la taille des particules, la granulométrie qu'on appelle, là. Puis les truies gestantes sont plus à risque parce qu'ils mangent moins de moulées. Donc, c'est super important chez les truies gestantes de faire attention à la taille des particules. Okay? Puis on travaille en engraissement de poignard sur des tailles réduites pour améliorer la conversion alimentaire. Mais chez les truies, il faut penser un peu différent, surtout chez les truies gestantes. Donc, comme je disais, ce n'est pas un problème avec les moulins en farine. En général, les moulins en farine vont être plus grossières parce qu'on veut de l'écoulement. Mais dans les moulins en cube, chez les truies, on a des expériences qui nous montrent que ça peut être problématique. Donc, je disais tantôt qu'on veut réduire la taille des particules pour le blé, le maïs, pour les porcelets et pas en croissance. Par contre, pour les truies, ce n'est peut-être pas idéal. Okay? Donc, on a vu des problématiques dans des moulus finement ou des grains moulus finement en cube chez les truies en gestation. Puis l'autre facteur aggravant, c'est que si on a un épisode de SRP ou tout autre événement qui cause des baisses de consommation, un passage de toxines, bien, chez les truies avec des particules fines, alimentées avec des particules fines, bien, les cas d'ulcères peuvent exploser plus rapidement. Donc, j'ai un petit cas vécu chez Alive, 2020-2021. En fait, Alive s'est construit une nouvelle meunerie en 2018. Puis le but, bien évidemment, en faisant de moulin engraissement, c'est de moudre le maïs, le blé, l'orge qui sont utilisés dans ces meuneries-là, très fin, okay, pour augmenter la performance ou la conversion alimentaire. Par contre, cette meunerie-là qu'ils ont faite devait produire de la moulée pour truie. Donc, moi, je me souviens, puis j'avais dit, il faudrait peut-être penser à avoir un silo, une façon de moudre du grain un peu plus grossier pour les truies en gestation, entre autres, parce que si on leur donne la moulée à 300 microns, comme on fait en engraissement, on risque d'avoir un problème. Bon, ils n'ont pas suivi la recommandation pour différentes raisons, parce que la meunerie était une copie-collée d'une autre meunerie qui faisait juste de la moulée en engraissement.
Donc, il n'y avait pas vraiment la possibilité à ce moment-là de faire du maïs ou du blé plus grossier. Donc graminoterie moyenne chez les truies, quand on s'est mis à regarder un peu plus la problématique en 2020, on était à 325-350 microns, ce qui est très, très fin. Puis on s'est rendu compte que depuis 2018, quand on avait commencé à travailler avec la meunerie, parce qu'avant ça, la moulie est en farine, on était passé de 10 à 14-15 de mortalité en 2 ans. Okay? Donc 2,5 de plus par année. Puis ça coïncidait avec le début de la moulée en farine très fine utilisée par la nouvelle meunerie. Donc, à l'automne, durant l'été 2020, on a analysé ça, puis on a réussi à convaincre les gens de dire, là, il faut avoir un maïs ou un blé plus grossier. Okay? Si on utilise du maïs, on va mettre du maïs grossier. Si on est plus sur du blé, on va mettre du blé grossier dans la moulée à truie. Donc, on voulait avoir une moulée gestante plus autour de 600-650 microns. Donc, avoir un blé ou un maïs grossier pour mélanger avec notre maïs fin ou notre blé fin pour avoir une moulée plus grossière. La lactation, on vise 450-550. Donc, on a commencé septembre, octobre 2020 à faire une moulée gestante plus appropriée, à mon avis, sur les performances, sur la granulométrie. Donc, regarde la mortalité depuis ce temps-là. Il y a 5 fermes dans ce réseau-là qui représentent 17 000 truies. Okay? La ligne en rouge, c'est toutes les fermes. Donc, on a commencé en Q4 2020, donc j'ai Q3 2020, on voit la mortalité où ce qu'on était là. On était en moyenne autour de 16 okay, la ligne en rouge. Et on a descendu, encore là, on n'est pas à 10 comme on voudrait être, là, mais on est descendu en bas de 13 au fil du temps. Puis toutes les fermes ont une tendance à la baisse au niveau de la mortalité des truies. Okay? Puis on n'a pas identifié les causes de façon très précise, mais c'est assez évident qu'on s'est amélioré pas mal en faisant notre baisse ou notre grosseur de granulométrie plus haute. Donc, on est passé de 16 à 12,2 à la fin de Q4 2021. Donc, c'est un impact de 3,8 à 4 sur la mortalité. Donc, ce n'est peut-être pas le seul facteur, mais c'est clairement une tendance à la baisse. Puis, on est quand même convaincu que le fait de mettre une moulée plus grossière, on s'est donné une chance d'améliorer le taux de mortalité. Pour ce réseau-là de 17 000 truies à 3,9 de mortalité, on parle de 830 000 à 1,4 million par année, okay, en utilisant les données de SMS. Donc, on peut appeler ça 1 million. Puis si on prend la perte de productivité, là, notre autre façon de calculer, entre 0,25 et 0,3 à 50 pièces du porcelet, on parle de 910 000 par année. Donc, on parle là, de 900 000 à 1 million de dollars par année qu'on a amélioré, qu'on a sauvé en réduisant la mortalité des truies. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Pour l'investissement qu'on a dû faire, il y a un investissement de l'équipement et du setup là, pour faire ça, mais le payback est très, très rapide, évidemment. Donc, moi, ça fait le tour de ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais aller voir. Des choses, j'en reviendrai à la fin, pensez-y. Et puis, je vais avoir Jean-Philippe qui, lui, va présenter sur les nécroses d'oreilles chez le porcelet. Donc, Jean-Philippe, c'est à toi. Oui, merci. Je vais partir mon partage. Tu devrais être meilleur que moi. De quoi tu parles? Pour partager. OK. Vas-y, c'est bon. C'est bon de même, oui. Ouais. Good. Ouais, c'est ça. Je vais discuter des nécroses d'oreilles chez le porcelet. C'est pas une problématique qui est courante, mais quand ça arrive, c'est tannant. Puis on sait que ça peut occasionner des problèmes sur la performance et même au cas extrême sur la mortalité. Donc, la nécrose d'oreille, c'est multifactoriel. Souvent, en anglais, ils appellent ça c'est le syndrome des nécroses, vu que c'est pas lié, attaché à une seule problématique. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur à quoi ça peut provenir de pathogènes, mais étant nutritionniste, je ne veux pas m'embarquer trop là-dedans. Donc, nécessairement, si vous avez des nécroses d'oreilles, parlez avec votre vétérinaire. Assurez-vous qu'il n'y a pas de circo, évidemment, qui circule ou autres pathogènes comme le mycoplasme suisse que je lisais qui pouvait être en cause aussi. À cause ici, on parle des streptocoques et des staph. Ça, ce n'est pas des bactéries qui créent des nécroses, c'est plutôt des opportunistes. Donc, quand il y a des plaies, ils vont aller dans les plaies, puis les pathologistes, ils vont voir ces bactéries-là se propager, mais ce n'est pas eux qui sont à la cause des nécroses à la base du problème. Je vais plutôt m'attarder justement aux autres causes qui peuvent être, entre autres, les toxines, les facteurs d'élevage, donc la densité d'élevage, l'eau et les nutriments dans la moulée. Je voulais juste mettre en image là, les différents stades. Là. Au stade 1, c'est précurseur. Donc, on voit que la problématique commence. C'est à ce stade-là déjà qu'on devrait se questionner, surtout si
on a un certain pourcentage du troupeau qui ont ce genre de stade-là au niveau de l'oreille. Souvent, ça va se présenter autour de 10 à 40 kg selon les différentes études que j'ai vues, mais aussi les cas en ferme qu'on voit de temps à autre. Donc, au stade 1, il faut déjà commencer à se questionner. Au stade 2, ça commence à dégénérer. Puis au stade 3, on voit que là, ça va vraiment pas bien. Puis ça a l'air d'être... c'est second. Comment je surveille ça? Ça ressemble à la fin du problème. Là. Souvent, là, tous les cochons vont avoir... ils vont être mâchouillés comme ça. Donc, dès le stade 1, il faut commencer à se questionner. Ce qui se passe, c'est que... parmi les facteurs qui peuvent créer les nécroses, c'est des vaisseaux d'oreille qui éclateraient. Donc, c'est ça qui ferait qu'il y aurait des premières petites lésions. Donc, ça peut soit venir de certaines toxines ou une défense, c'est des complexes immunitaires qui auraient ça, qui ferait que les vaisseaux sanguins éclateraient. Donc, ça occasionnerait les premières petites lésions. Puis après ça, les porcelets, ils vont prendre goût. Puis là, après ça, c'est plus du mâchouillage qui va faire que ça va dégénérer et les bactéries vont embarquer là-dedans. Puis ça va faire un beau mélange. Donc, justement, on veut éviter ça. Quoi. En soi, ça n'occasionnera pas nécessairement des hauts taux de mortalité, mais c'est surtout sur la perte de croissance qu'on veut éviter. Il n'y a pas d'études qui ont regardé nécrose contre pas nécrose évidemment, mais les études que j'ai vues, là, il semblait dire que ça pouvait affecter le porcelet entre 50 et 80 grammes de gains par jour en moyenne. Donc, on veut éviter d'avoir des nécroses dans l'élevage. Si on a de façon récurrente des nécroses et on sait c'est pourquoi qu'on a le problème. Si par exemple, là, c'est en cas extrême, là, donc on vient de sortir là, de la COVID, il a fallu rentrer les parcs en double, puis on a vu plus de problématiques sortir. Donc, si on sait qu'on met les porcelets dans des conditions défavorable, puis on sait que c'est temporaire, puis on veut faire des préventions, prendre des préventions et qu'on sait qu'on se met à risque, on peut faire de la taille de pointe d'oreille qu'on appelle au porcelet. C'est pas quelque chose qu'on veut faire de routine, mais si on sait qu'on va mettre des porcelets dans des conditions extrêmes, on peut faire cette pratique-là, évidemment, parler avec votre vétérinaire. Si on est en période où on a des nécroses, une chose qu'on peut faire, c'est d'arroser les porcelets avec une huile qui contient, elle, un antibiotique, mélangé avec un antibiotique. Ce que les vétérinaires m'expliquaient, c'est que l'huile va à la fois, les porcelets, quand ils vont se chamailler, ils vont glisser, ils vont être moins capables de faire des lésions. Mais aussi, c'est en mettant l'antibiotique va mieux coller à la peau. Donc, on va pouvoir mieux réagir puis agir comme antibactérien là, dans les lésions, dans les plaies. Donc, mais si on veut éviter tout ça, il faut aller à la source du problème. Il faut aller au-delà de ça. Je ne veux pas qu'on commence à juste couper les points d'oreille puis mettre de l'huile de façon routine. Il faut trouver le problème. Dans tous les cas, ce n'est pas normal d'avoir des nécroses en pouponnière. C'est sûr qu'il y a une solution. Donc, la première approche qu'il faut valider, c'est est-ce qu'on a des toxines dans la moulée? Le porcelet va être très sensible à la zéralénone et au T2 et d'une façon un peu plus modérée au DON. Ce qu'il faut... la toxine va nuire, peut occasionner les nécroses du fait que ça va nuire au système immunitaire et ça va nuire aussi à l'absorption de certains nutriments. Si vous avez une meunerie d'une certaine grosseur, je vous conseille de vous procurer l'équipement pour tester les toxines à votre meunerie. La majorité des meuneries commerciales, évidemment, ils testent leur maïs, leur drèche quand ils rentrent. Chez iLife, chacune des meuneries ont ce genre d'équipement-là. Là, c'est sûr qu'on est en laboratoire, mais tout cet équipement-là on peut facilement mettre ça dans une meunerie, dans un coin qui est relativement propre et pas trop de circulation d'air. On parle qu'on a besoin d'une balance de précision.
quelques pipettes. C'est du matériel de laboratoire quand même assez simpliste. Donc, chacun des voyages qui arrivent chez iLife, on prend un échantillon et on analyse les toxines pour décider si on accepte le voyage ou pas. C'est sûr que si vous ne testez pas, les vendeurs de grains le savent probablement. Donc, vous avez des chances de vous faire domper du stock. Ils se parlent. Donc, c'est une façon de se protéger pour ne pas avoir des voyages contaminés, que ce soit par votre maïs. La drèche, c'est un produit qui est plutôt uniforme en soi. Là, ça va dépendre des fournisseurs. Souvent, quand vous avez un fournisseur de drèche, si vous restez avec ce fournisseur-là, il va se tenir plutôt constant. S'il est autour de 5 ppm, il va rester à 5 ppm. Mais le maïs, lui, par exemple, s'il y a un silo qui est contaminé puis un fournisseur, il y a un silo qui est vraiment pas bien, il peut vous fournir du maïs de façon constante à 4 ppm. Il faut juste être capable de le spotter puis rejeter son voyage pour éviter d'avoir des toxines dans notre moulée. Donc, on parle, chacun des tests va coûter environ 15 $ de matériel et 15 minutes de son temps. Puis s'équiper comme il faut au départ, ça coûte environ 6 000 à 7 000 $. Donc, dépendamment de la grosseur de votre entreprise et des ressources disponibles, tester tester vos grains, selon moi, devrait être une priorité. Ça dépend toujours des années, là, mais il y a des années qu'il faut vraiment vérifier qu'est-ce qui rentre chez vous. À cause, c'est sûr qu'une fois que la moulée est contaminée, on peut s'aider avec des antitoxines ou utiliser moins d'ingrédients qu'on sait qui peuvent contenir des toxines comme la drèche. Mais je privilégie vraiment de tester à la source pour éviter d'avoir recours à ces solutions-là qui ne sont pas vraiment des solutions. Là. Utiliser une antitoxine, ça vient avec un coût. Puis l'efficacité peut être à débattre. Le point suivant, c'est l'eau. L'eau, il faut s'assurer qu'on en a en quantité suffisante, mais aussi en bonne qualité. Nous avions un cas de nécrose qui a quand même duré longtemps. On ne trouvait pas la source du problème pour se rendre compte que c'était l'eau, c'était l'approvisionnement en eau. Nous, quand on allait faire des visites, la vétérinaire et moi, on était là pendant le jour. On regardait le débit d'eau, tout était correct. Puis, la vétérinaire est retournée à une heure différente. C'était un après-midi pour se rendre compte que là, il n'y avait plus d'eau. Le puits ne fournissait pas tout le temps. Donc, il y avait des manques d'eau. Puis ça, c'est sûr que si les porcelets manquent d'eau à l'intérieur de la journée où il n'y a pas assez de source d'eau, ça peut être une forme de problème. Tout genre de stress ou manque nutritionnel va être défavorable, va encourager les nécroses à arriver. Mais puisqu'on parle d'eau, il faut s'assurer d'avoir une bonne qualité d'eau. Pas que je pense que ça peut créer des nécroses quand on est contaminé, mais c'est sûr que ça va amplifier avec d'autres facteurs. Comme on dit, c'est multifactoriel. Donc, c'est sûr que si on a une eau contaminée, il suffit juste d'avoir une autre petite problématique, variation des nutriments dans le moulin, quoi que ce soit, puis ça peut enclencher des nécroses. Assurez-vous de nettoyer les lignes d'eau à une certaine fréquence. En pouponnière, c'est relativement facile. Quand il y a des périodes où il n'y a plus de porcelet du tout dans le bâtiment, c'est 1 semaine sur 8. Donc, il faut en profiter pour faire le nettoyage des lignes à une certaine fréquence. C'est possible aussi de nettoyer les lignes lorsqu'il y a d'animaux, mais il faut suivre les recommandations du produit. Ça, c'est une caméra qui a été mise dans un tuyau, une ligne d'eau pour vous montrer là, de quoi ça peut ressembler du biofilm dans des tuyaux. C'est pas rare. Là, je vous dirais que faites l'exercice, ouvrez si vous n'avez jamais nettoyé votre ligne d'eau dans vos pouponnières, puis vous vous questionnez à savoir si ça vaut à peine ou pas, bien, prenez un Exacto, puis coupez-le, puis regardez dedans. Passez-vous le doigt, puis vous allez voir tout de suite. Fait que ça risque d'être suffisant pour vous convaincre. Mais même si ça semble propre, les biofilms sont invisibles. Donc, je vous encourage de le faire néanmoins.
c'est pas des produits qui sont extrêmement chers. Donc, c'est quelque chose qu'on recommande. Ça, c'est le genre de résultat de flushing de ligne, là, de quoi qui sort au bout de la ligne, là. Fait que des fois, c'est pas propre, comme on dit, là. Ça, c'est un étable, là. C'est une compilation de différentes lignes d'eau, mais reste que c'est vraiment. Pour l'avoir fait là, dans une maternité, là, c'est réel, là. C'est vraiment pas. C'est pas chic qu'est-ce qui sort à leur bout. Donc, un porcelet, chacun des points d'eau il devrait avoir entre. Il faut compter chaque tétine ou bol d'eau. Un bol d'eau, moi, je mets à peu près 15 porcelets par bol d'eau, une tétine, 10 porcelets. Le débit d'eau devrait être 1 demi-litre par minute, puis une pression d'eau en bas de 20 PSI. En engraissement, puisqu'on en parle, c'est sûr que les nécroses arrivent très rarement, voire à jamais en engraissement, là. Mais en engraissement, on recommande 10 à 12 parts par point d'eau, 1 litre par minute, puis 15 à 40 PSI. Si on parle maintenant des mangeoires, c'est sûr que si ça ressemble à ça quand les porcelets mangent, on a une problématique. Donc, il faut suffisamment d'espace de trémie. Puis, je voulais juste montrer aussi des comportements que les porcs peuvent avoir à la mangeoire. C'est sûr, encore une fois, je suis en engraissement, mais ça, c'est une 2 places. Mais vous pouvez voir facilement que les cochons peuvent pousser les autres, ça devient une place. Le porc, s'il n'y a pas de séparation dans sa mangeoire, il va préférer manger tout seul, il va tasser l'autre. Donc, il va se positionner d'une façon à être tout seul quand il mange, sauf s'il y a un séparateur. Donc, ça, dans mon exemple, ça, c'est une mangeoire, une seule place. Donc, évidemment, ça ne fera pas de nécrose, mais ça peut occasionner des agressivités plus tard. Donc, c'était juste une parenthèse. Si on parle de pieds carrés, en pouponnière, c'est un porcelet de 6 à 23 kg. Il devrait avoir 2,8 pieds carrés pour optimiser la performance. Si on prend l'autre catégorie de 23 à 34 kg, il devrait avoir 3,65 pieds carrés. On sait que pendant les COVID, les porcs en attente et tout, on a fait de l'entassement, fait que ça a occasionné certaines problématiques de nécrose ou d'agressivité de plusieurs facteurs. Puis, la densité, on le voyait tout de suite, quand on entassait les cochons, ça occasionnait des problématiques. Des solutions temporaires, on en a parlé brièvement, mais si on sait que notre moulée est contaminée, mais qu'on n'a pas de solution court terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... c'est que notre maïs, si notre maïs est contaminé et on n'a pas d'ingrédients alternatifs, on peut se protéger avec une antitoxine le temps qu'on passe notre ingrédient s'il n'y a pas façon de s'en débarrasser ou de le diluer à travers du maïs propre. Ça vient avec un coût, mais au moins, ça va protéger le porcelet des effets des toxines. On peut aussi, s'il manque, par exemple, d'espace trémie chez les porcelets, on peut augmenter la densité de la moulée pour faire une certaine compensation. Justement, les porcelets vont chacun avoir moins de temps disponible pour l'alimentation, mais si on augmente la densité, on va compenser d'une certaine façon. Aussi, Dan me parlait, là, en Ontario, il a réglé ou du moins atténué beaucoup les effets de nécrose en ajoutant un autre point d'eau. Donc, ça retouche un peu mon exemple au Québec, là, c'est où que dans nos deux cas, c'était l'eau qui était une problématique ou que dans mon cas, c'était qu'il y avait une période où il n'y avait pas d'eau de disponible, que le puits ne fournissait pas. Mais dans son cas, il n'y avait probablement pas assez de points d'eau par porcelet. Donc, ça a occasionné ça. Donc, temporairement, si on n'a pas les tétines disponibles, on peut mettre peut-être des gros bols rouges, les remplir d'eau. C'est essayer de faire une compensation de ce type-là. Ou si on sait que nos porcelets, ils ne sortiront pas en engraissement quand il y a trop on dédouble nos bâtiments, qu'au départ en attente, quoi que ce soit, mais on peut peut-être se rajouter des mangeoires temporaires. Si on a une petite section, ça arrive rarement, une petite section de plancher plein, on peut essayer de soigner sur le plancher pour compenser. Mais c'est ça. Fait que les nécroses viennent par... C'est multifactoriel, donc il faut s'assurer de valider chacun de ces points-là avant de prendre pour acquis que ça va rester pour toujours. Donc, il faut éviter d'avoir cette
mentalité-là. Là. Il y a toujours, selon moi, là, il y a toujours façon de corriger cette problématique-là. Il faut juste trouver la source du problème. C'est bon, merci JP. On a 2 questions. Il y en a une qui s'adresse plus à ma première présentation concernant le coût d'augmenter la granulométrie chez les truies en gestation. C'est une bonne question. Peut-être que l'efficacité alimentaire est peut-être un peu moins bonne, mais on ne recherche vraiment pas à avoir une efficacité alimentaire là, de la truie en gestation. Donc, une moulée plus grossière peut permettre aussi d'avoir un meilleur, comment je dirais, un meilleur confort de la truie, OK, parce que la digestion se fait plus tranquillement. Et puis, évidemment, éviter les ulcères. Donc, le coût, je ne peux pas répondre à la question clairement, mais je ne pense pas que c'est vraiment important. Puis, les bénéfices d'avoir une moulée plus grossière sont plus importants que d'essayer d'améliorer la digestion ou la conversion alimentaire d'une truie en gestation. Question pour toi, Jean-Philippe, concernant tu parlais des toxines, mais prendre des échantillons de moulée dans une ferme, c'est toujours un peu... on répond tout le temps des fois, ouais, mais l'échantillon n'est pas représentatif. Tu sais quoi la façon de faire? Là, quand tu arrives dans une ferme, tu suspectes un problème, tu veux prendre des échantillons de moulée, tu fais quoi? C'est quoi ta recommandation? Ce que je recommande, c'est d'aller aléatoirement à travers, prendre de plusieurs mangeoires. Donc, allez-y peut-être à 20 de mangeoires. Donc, s'il y a 20 mangeoires, allez-y au moins à 4-5 mangeoires, prendre un échantillon. Donc, remplir votre sac à partir de 5 mangeoires. Par la suite, nous, on brasse. Puis après ça, on prend un échantillon représentatif de cet échantillon-là. Et on pourrait se dire que c'est un échantillon représentatif de cette façon-là. L'autre point qui est important là, dans les toxines, c'est de tout le temps être capable d'avoir un silo propre. T'sais, on travaille avec de la moulée qui peut être contaminée, puis là, on teste la moulée, puis on envoie, mais si le silo est tout le temps plein de cochonneries dedans, puis on ne le vide pas régulièrement, c'est sûr qu'on se tire dans le pied, ça. Oui. J'ai une question de Simon. Je voulais savoir, quand je sève dernièrement mes truies, sont portées à faire des ulcères 3 jours après le sevrage. Donc, des truies qui sont sevrées 3-4 jours, donc qui viennent en chaleur, font des ulcères. Donc là, il faudrait peut-être vérifier la consommation de tes truies, Simon, pour être sûr qu'il n'y ait pas de break de consommation. On parlait de la granulométrie. Pourtant, les truies après le sevrage, on doit les alimenter à volonté là, avec un 7, 8, 9 livres de moulée. Donc, ça doit donner une chance, même si la granulométrie est plus fine. Donc, vérifier la granulométrie. Ça peut être un facteur important. Puis de s'assurer que les truies n'aient pas de break de consommation, mais en principe, tu devrais continuer avec la moulée lactation pour les truies sevrées jusqu'à temps qu'elles viennent en chaleur. Donc, ça devrait te donner une chance. Mais granulométrie de ta moulée lactation, peut-être à vérifier, évidemment, là, pour voir si on n'est pas trop fin à ce niveau-là. Et justement, peut-être qu'on peut utiliser soit la lactante ou la gestante. Là. Des fois, c'est un peu difficile d'utiliser la lactante, mais dans le cas présent, peut-être que la première chose à essayer, ça serait d'aller avec la moulée gestante. Ouais. C'est la première approche que je prendrais. Oui, puis les mettre à volonté pour qu'ils mangent une bonne quantité de moulée. Ouais. OK. Bon, merci Jean-Philippe. Je vais passer à ma présentation. Je parle des hernies ombilicales, scrotales et inguinales. Donc, on va les séparer en deux. Les ombilicales, c'est les hernies du nombril dans la bedaine du cochon. Et les hernies scrotales, l'inguinale, c'est les hernies là, au niveau de la poche des testicules. OK? Donc, définition, c'est quoi une hernie? C'est une tuméfaction, un édème formé à la suite de la sortie d'un organe de la cavité où se situe normalement. Il y a plein de sortes d'hernies. Ça existe chez l'humain de façon courante. C'est vraiment pas agréable d'avoir une hernie. Moi, j'ai eu ça quand j'étais jeune, une hernie fémorale. Mais c'est ça. Chez les porcs, c'est quand même assez fréquent, malheureusement. Donc, les hernies ombilicales sont souvent dues à une mauvaise fermeture de l'anneau ombilical par différents facteurs. Je vais revenir là-dessus. Et les hernies scrotales, inguinales, on le voit, il y a comme un bris entre la fermeture des organes de la cavité où sont logés les testicules. Hein. Donc, on le voit avant la castration ou après la castration. C'est comme si les organes vont sortir par la plaie de castration ou vont se ramasser, comme on voit sur la photo à droite, là, avec les testicules. Là, donc, les organes, les intestins vont pousser dans la cavité. Okay? Ça peut être congénital. Les hernies ombilicales ne sont pas congénitales normalement. Les hernies scrotales, oui, peuvent être congénitales, donc présentes à la naissance ou acquises par la suite à cause de différentes causes qu'on va revenir. Donc, la problématique, c'est que ça peut affecter la croissance des animaux, surtout des hernies ombilicales sévères par l'inconfort. Puis, bon, évidemment, quand l'intestin est rendu dans une poche en dessous de la bedaine, c'est sûrement pas idéal. Il y a des mortalités, si on a des ruptures d'hernie, évidemment. Des euthanasies, on parlait tantôt là, chez la truie de problématiques ou de législation au niveau du transport des animaux fragilisés. Bien, ça fait partie de ça aussi, des porcs en croissance ou des porcelets avec des hernies. Il y a des amendes
très sévère. Depuis 2010, il y a une loi sur la santé et le transport des animaux. Puis les transporteurs le savent mieux que moi qu'il faut être très, très prudent. Donc ça occasionne des animaux qui vont être euthanasiés dû à des hernies qui sont non conformes. En temps normal, là, les chiffres, je n'ai pas de garantie à 100 que ça doit être ça, mais d'après la littérature, 1,4 à 1,2 de nerf ombilical doit être considéré comme normal. Et on voit des cas au-dessus de 2, 3, 4 jusqu'à 4 Donc là, c'est vraiment problématique. Les hernies scrotales, on parle de 0,5 à 2 avec des cas jusqu'à 5 On avait un cas, je me souviens, chez un client là, des années il y a 5-6 ans, où on était à 4-5 d'hernies scrotales chez les porcelets. Donc, les hernies ombilicales, on va séparer ça en deux. On va commencer par les hernies du nombril. Les causes peuvent être génétiques, malgré que ce n'est pas un facteur important. Puis souvent, c'est héritable. Okay? Il y a une héritabilité au niveau de la génétique ou des mâles ou des femelles, mais c'est souvent relié à plus d'un gène. Donc, on appelle ça polygénique. Okay? Donc, ce n'est pas seulement un gène, donc c'est aussi influencé par l'environnement dans lequel l'animal va évoluer. Okay? Donc, ça fait partie des critères de sélection des compagnies génétiques ou des critères de non-sélection, je dirais. Des animaux qui ont des femelles qui donnent des descendants avec des hernies sont retirés des programmes de sélection génétique. Même chose pour les mâles en CI, en homospermie. Dans le cas de centre d'insémination, en principe, les mâles sont en hétérospermie, là, plusieurs mâles en bouteille, donc c'est un peu plus dur à identifier les causes s'il y a des mâles qui sont porteurs ou donnent des cas de hernie ombilicale. En saillie naturelle, dans des fermes, comme on faisait dans le temps, c'est plus facile, mais ce n'est plus vraiment utilisé de nos jours. Okay? Moi, je dis que c'est à faire attention si on fait notre propre emplacement de femelles, surtout quand on sélectionne nos femelles là, dans des élevages qui ont des purs et ils font leur propre emplacement. Faites comme des compagnies génétiques. Si vous avez une truie pure qui vous donne une portée avec des hernies ombilicales, en faisant le suivi en poignard, évidemment, parce que c'est là que ça peut sortir en poignard ou en fin de lactation, il faut que ces truies-là ne soient pas gardées comme truies pures pour faire votre emplacement de ferme. Ça, c'est super important. Okay? La croissance rapide peut amener de la pression sur les intestins s'il y a une faiblesse au niveau de l'anneau, donc augmenter les causes d'hernie ombilicale, mais la génétique n'est pas la cause la plus importante. L'environnement est le plus important. Environnement régi, là, je mets tout ça dans le même bateau. Pourquoi? Les infections du nombril, okay, qui arrivent autour de la naissance, évidemment, qui créent des abcès, qui créent un relâchement des muscles, qui affaiblissent l'anneau ombilical, qui vont permettre justement, après, d'avoir des protubérances, puis des parties de l'intestin ou de la cavité abdominale qui vont se ramasser dans l'hernie. Quand on fouille les truies, il faut faire attention. Je vais revenir là-dessus tantôt. Ça peut être un cas au niveau de la processus de mise-bas, les mises-bas plus longues aussi. Pression trop forte chez les porcelets, okay, lorsqu'on manipule. Sevrage trop hâtif augmente le risque de tétage du nombril aussi. Ça peut être des causes aussi, tout ensemble. Donc, les solutions, donc la sélection génétique, j'en ai parlé tantôt. C'est important que les compagnies génétiques le font a priori de façon rigoureuse. Si vous faites votre remplacement interne, prenez-en note et faites le suivi de vos portées avec des défauts, que ce soit les hernies ombilicales ou les hernies scrotales. On va revenir au même point tantôt dans l'autre partie de la conférence. Il y a des marqueurs génétiques, génomiques qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés, qui ont été identifiés comme étant des facteurs, qui peuvent être dans une approche complémentaire. Mais la sélection phénotypique des animaux avec les descendants reste la façon la plus efficace de réduire la problématique au niveau génétique. Technique de la fouille lors de la mise-bas, ne jamais tirer sur le porcelet ou sur le cordon sans le tenir fermement. Okay? Donc, prendre le porcelet, là, puis de le tirer jusqu'à temps que le cordon vous pète d'en face, là, comme un élastique, ça, c'est vraiment pas recommandé. Vous pouvez imaginer la pression que ça crée au niveau de l'attachement du cordon, au niveau de la partie de l'abdomen. Ça crée des fissures, ça crée des brisures, puis c'est là qu'on va augmenter le risque d'avoir un anneau plus faible qui ne retiendra plus les intestins. Donc, ça, c'est super important. Si vous fouillez des truies, prenez le cordon et tirez dessus en ayant le cordon fermement en main, au lieu de tirer sur le porcelet avec le cordon qui étire en même temps. L'hygiène des cages de mise-bas, super important. Pourquoi? On veut éviter les infections. Donc, même si on n'a pas de brisure à la naissance, mais qu'il y a une infection qui se fait par la suite dès la mise-bas, ça peut causer un problème d'abcès, évidemment. Donc, enlever le fumier en arrière des cages de mise-bas, ayez des cages de mise-bas propres, désinfectées. Mais quand la truie est 4-5 jours avant dans la cage de mise-bas, puis il y a plein de marde en arrière de la truie, ce n'est pas idéal. Donc, faites un ménage à tout le moins sommaire avant que les truies cochonnent. Assécher le nombril si possible, je vais revenir un peu là-dessus, mais le fait d'assécher le nombril empêche l'infection. Okay? Ça a des propriétés antidésinfectantes, certains produits asséchants, comme le Stalazane Dry, le Stalazane F ou d'autres produits asséchants qui sont sur le marché. Donc, puis aussi, ça l'empêche, le nombril qui assèche, d'entrer des bactéries par la suite. Désinfecter le nombril avec une solution iode 4 %. Encore là, les vétérinaires vous recommandent différents programmes à ce niveau-là.
mais ça peut être efficace aussi. On peut vaporiser le nombril ou on peut tremper le nombril dans une solution pour qu'il y ait vraiment un bon contact avec la solution désinfectante. Couper le cordon à 2 à 4 pouces. Bon, ça peut être vu comme bénéfique ou facteur de risque, puis je vais expliquer pourquoi. Donc, si on coupe le cordon, il faut attendre que celui soit asséché. Parce que si on le coupe vraiment court et qu'il n'est pas sec, bien, imaginez-vous que le chemin que doit parcourir une bactérie ou un agent pathogène pour infecter le nombril est pas mal moins long. Donc, on doit attendre que le nombril soit un peu séché. Avec une poudre asséchante, ça accélère le process et on le coupe à 2-4 pouces lorsque le nombril est assez asséché. Si on ne coupe pas le nombril, c'est quoi le problème? C'est que si on ne coupe pas le nombril, oui, le chemin pour la bactérie, le bout va sécher, puis il y a moins de chances que la bactérie se rende au niveau de l'anneau ombilical. Par contre, on sait que la truie peut piler dessus, le nombril peut rester pris dans les fentes de la cage de mise-bas, puis là, le porcelain essaie de se déplacer, puis il déchire au niveau de l'anneau ombilical. Donc, je recommande, puis les vétérinaires le font en général, de couper le cordon lorsque celui est asséché moindrement. Okay? Si le cordon saigne aussi, faire un nœud au bout, évidemment, ça empêche les infections, puis ça protège à ce niveau-là. Encore là, parlant d'autres vétérinaires, il y a plusieurs vétérinaires qui font des recommandations d'utiliser des antibiotiques à la naissance. Ça semble avoir un effet positif dans plusieurs cas. Encore là, le produit à utiliser doit être évalué avec votre vétérinaire. Il y a des rotations qui peuvent être nécessaires au fil du temps. Il y a des produits qu'on ne doit pas utiliser aujourd'hui qui sont des classeurs d'antibiotiques. Donc, encore là, parlez-en à votre vétérinaire, mais en parlant, entre autres, à Sylvain, là, il dit que ça peut être très efficace, entre autres, si on parle d'infections qui peuvent être une cause majeure des hernies ombilicales. Évitez de servir les porcelets trop jeunes, j'en ai parlé tantôt. Pourquoi? C'est parce qu'il peut y avoir du tétage de nombril. Si le porcelet manque d'eau, manque de moulée, on voit souvent ça dans des sevrages hortifs ou des conditions de sevrage pas idéales. On voit des tétages de nombril. Encore là, si le nombril est affecté, il y a un petit peu d'infection, bien là, le porcelet se met à téter, puis on peut avoir des protubérances, puis un développement d'hernie ombilicale par la suite. Donc, conditions d'élevage, moulée de départ, chaleur, tout ce qui entoure la régie de départ des porcelets est importante pour éviter ou réduire les problèmes. Donc, ça fait le tour des hernies ombilicales. On pense vraiment que les abcès, contrôle des abcès, de l'infection et des stress physiques au niveau de l'anneau sont super importants. L'aspect génétique n'est probablement pas un facteur majeur de nos jours. Les hernies scrotales inguinales, ça, c'est un autre problème qui génétiquement est plus important. Okay? Donc, l'aspect génétique semble être plus un facteur qui joue un rôle. Encore là, c'est un facteur polygénique, donc c'est plus qu'un gène. Il y a des gènes qui ont été identifiés qui sont reliés à la descente des testicules, là. Donc, ils peuvent causer une problématique à ce niveau-là. Il y a une grande variation au niveau de l'étabilité des gènes, donc ce n'est pas si clair que ça. Quand il y a plus qu'un gène en jeu, lequel va avoir un impact plus que l'autre. Ce qui semble être un consensus, c'est que les lignées maternelles sont plus à risque, donc les lignées Yorkshire, Landrace versus les lignées Duroc, si on parle de lignées pures. Les incidences sont plus élevées sur les lignées hybrides. Donc, je pense, puis là encore là, je n'ai pas d'études pour vous, mais par expérience, des lignées de mâles hybrides, parfois, sur des changements de lignée terminale, on a vu des recrudescences d'hernie scrotale quand on procède d'un mâle pur à des mâles de lignées synthétiques là, qui avaient été croisés avec différentes lignées au fil du temps. Donc, ça peut être une réalité. Puis les femelles ont un plus grand impact que le mâle. Donc, la femelle peut transmettre, à ce qui paraît, plus facilement les problèmes génétiques que le mâle en tant que tel. Okay. Les causes, bien, il y a aussi la castration qui peut être un problème. Les techniques de castration peuvent causer des blessures, des coupures trop profondes qui vont déchirer la paroi. Si on tire sur le cordon spermatique aussi, c'est un peu comme l'histoire tantôt là, de tirer sur le porcelet pour l'expulser quand on fait des fouilles. Mais quand on enlève la testicule, ce n'est pas de prendre la testicule et de la tirer jusqu'au bout des bras parce que ça peut vraiment briser au niveau de la paroi qui retient les organes de l'autre côté de la cavité des testicules. Et la castration tardive peut être un problème aussi parce que là, on se ramasse avec probablement un cordon plus élevé et un stress plus grand quand on enlève les testicules. L'entassement des porcelets, donc l'augmentation de la pression abdominale, ça peut paraître niaiseux, mais quand on a une pression, une faiblesse, d'avoir un empilement puis plus de pression sur la cavité abdominale peut augmenter les risques aussi d'hernie. Les solutions, sélection génétique, mais ça, ce n'est pas nécessairement le travail des producteurs en tant que tel, à moins que vous fassiez votre remplacement, mais ça, c'est super important. Mais comme je vous dis, les compagnies génétiques ont des programmes génétiques pour vraiment suivre les défauts à ce niveau-là. Encore là, ce n'est jamais parfait, mais le travail se fait normalement de façon correcte. Revoir la technique de castration. Si on a vraiment des nouveaux dans la ferme, on peut avoir des différences des fois en fonction de qui fait le travail de la castration. Ça peut être observé dans des grosses fermes. En bande aux 4 semaines, on a souvent des équipes qui font la castration. Vous vous rendez compte que M. Joe Blow qui a fait la chambre 1 et 2, on a plus de problèmes d'hernie que la madame qui a fait la 3 et la 4. Donc, ça peut être des choses à observer aussi. Donc, couper le cordon spermatique au lieu de tirer dessus, faites une incision qui est nette, mais qui n'est pas trop profonde.
Éviter de mettre la pression sur l'abdomen. Quand on prend le porcelet, ce n'est pas un tube de dentifrice. Donc, souvent, on prend le porcelet, puis les personnes avec des grosses mains, encore là, les femmes sont peut-être un peu plus délicates à ce niveau-là, de ne pas écraser le porcelet dans nos mains pour le tenir puis pour qu'il bouge vraiment. Ça peut être un facteur aggravant. Castrer les porcelets en 3 et 5 jours, c'est idéal. Puis observer les porcelets avant castration. Parce que si on a un hernie scrotale ou un porcelet crevé, puis qu'on le casse, bien là, on est un peu fourré parce que là, on vient de faire une belle porte de sortie pour tous les organes. Si on observe le porcelet, on est capable de peut-être avoir une approche où on peut castrer le porcelet et savoir quoi faire immédiatement avec une technique de taping ou d'opération. Donc, on parle de taping qui est une solution. Puis encore là, les vétérinaires, entre autres chez Demeter ou d'autres groupes vétérinaires, ont des protocoles à ce niveau-là. Donc, on utilise des bandages élastoplasts. Il y en a qui le faisaient avec du tape électrique, mais du tape électrique, après 10 minutes, il est tout roulé là, comme un fil. Là, donc, ce n'est pas évident. Ça prend un tape assez large qui est un peu autocollant, qui va vraiment qui va être appliqué, puis qui va remettre la pression par l'intérieur pour les organes, puis qui va permettre peut-être la fermeture des canaux naturellement en repoussant les intestins vers l'intérieur, puis qui va permettre une guérison qui n'est pas tout le temps parfaite, mais qui peut être assez efficace au fil du temps. Donc, on a une technique, je ne dirai pas en détail, c'est vraiment l'observation des porcelets avec le problème. On les casse, puis on repousse, on s'assure que les organes, on met le porcelet de la tête en bas pour que les organes redescendent, on le casse de la tête en bas, donc comme ça, les organes n'ont pas tendance à pousser. Puis après ça, on fait la technique de taping. Il y a aussi une autre technique, là, on a d'autres photos dans le protocole qu'on a, là, donc ça peut être partagé avec votre vétérinaire, évidemment, ceux qui n'en ont pas en ferme. Puis c'est assez efficace d'après les gens qui le font correctement pour éviter la réapparition de l'hernie par la suite. Okay? Puis l'autre point que je voulais mentionner, c'est qu'aussi on peut opérer, on peut sortir la testicule, puis on peut refermer le canal. Là. Ça, quand j'ai commencé à travailler dans les années 95-96, j'avais appris la technique avec un vétérinaire dans le coin de Saint-Hyacinthe, où on enlevait les testicules, puis on faisait une suture au niveau du canal spermatique, puis on repoussait les intestins à l'intérieur, puis c'était super efficace. Un peu plus compliqué que la technique de taping, parce que ça prend une opération, un peu de dextérité, mais c'est quand même faisable. Encore là, si on a beaucoup dans une ferme, il faut essayer de trouver l'origine du problème, parce que ça devient labor intensive de faire ces applications-là, mais ça peut être intéressant de travailler avec ces techniques-là avec notre vétérinaire. Donc, ça fait le tour un peu de mes partages pour la partie hernie ombilicale. Je vais aller voir si on a des questions. Oui, on a une question. Ça, c'est une question peut-être plus reliée par rapport à ce qu'on avait tantôt. Si la minerie est maïs de sport 500 microns et maïs volaille de 800 à 1000, est-ce que je prends le maïs sport ou volaille pour la moulée gestation? Moi, je dirais, Stéphane, tu peux prendre les deux. L'important, c'est d'arriver avec une moulée gestation entre 650 et 700 microns. Donc, c'est ça qu'on fait dans l'Ouest. On a un maïs vraiment fin, puis on a un maïs grossier, puis on joue avec la proportion de notre maïs. Donc, d'avoir un 25-50 de maïs fin sur la proportion de ton maïs, puis un autre 25-50 de maïs grossier pour viser un 650-700. Malgré que ton maïs à 500 microns n'est pas nécessairement super fin, donc peut-être que ce n'est pas une problématique au niveau de la moulée gestation, mais ça reste que je me sors une moulée de gestation autour de 650-700 microns. Donc, on considère que la drèche et le soya sont souvent un peu plus grossiers que le maïs à ce niveau-là. Autre question. En poignard, comment fait-on pour arrêter la manie de têtage de nombril? Je l'ai mentionné un peu, en ayant un départ idéal, okay, donc au niveau de la moulée. Puis aussi, c'est l'âge au sevrage. Des porcelets sevrés à 14-15 jours, là, on en voit peut-être encore des fois. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu en vois dans des fermes, mais ça peut être une problématique des fois, même dans les bandes aux 4 semaines, où la bande n'est pas trop tight. Il faut resserrer la bande dans ce temps-là. Exactement. Donc, normalement, des cochons sevrés à 20-21 jours, dans des bonnes conditions, avec une bonne moulée, que ce soit la nôtre ou la moulée des autres. Là, tout le monde a une bonne moulée de départ en poignard. Là, ça ne devrait pas être un problème. Mais la régie, l'âge des porcelets, pour moi, est un des plus gros facteurs à ce niveau-là. Donc, de regrouper les petits porcelets ensemble, qui sont en principe les plus jeunes, si on connaît l'âge des porcelets, on les regroupe ensemble, les plus jeunes, puis on donne une attention particulière pour le départ de ces porcelets-là. Donc, je pense que ça fait le tour. On est rendu à 4h05. Normalement, on veut viser pour 1 heure. J'ai une autre question ici. Je vais y aller. On va le prendre. C'est symétrie. Après le sevrage, reste 2 jours en mise-bas avant d'aller en gestation. Quelle quantité lactante je dois donner? Tu dois donner 7-8 livres de moulée. Donc, ta sève, tu la laisses en cage de gestation. Donc, on veut l'alimenter à volonté entre le sevrage et la CI. Donc, vas-y pour une alimentation de 6-7 livres de moulée ou à volonté. C'est évidemment vider à volonté 2 fois par jour minimum pour les truies sevrés quand ils restent en cage de mise-bas avant d'aller en gestation. Okay? Si c'est la pratique que tu as. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Question, oui, on peut réécouter les vidéos ou les conférences sur le PIC Channel. Donc, si vous êtes abonné, vous allez sur le PIC Channel, puis toutes les conférences sont disponibles, ceux de 2021 et ceux de cette année aussi, qu'on a fait anglais-français pour ceux qui veulent l'écouter en anglais aussi. Puis les autres conférences de l'année vont toutes être sur des thèmes équivalents, sur des problèmes de ferme. Donc, ceux qui sont ils vont en avoir en anglais, évidemment, qui sont peut-être moins accessibles pour certaines personnes, mais ça peut être intéressant quand même de les visionner avec les PowerPoint. Des fois, on est capable de comprendre ce qui se dit, puis les recommandations. Donc, on va traiter à peu près une quinzaine de sujets problématiques de ferme à travers de nos webinaires durant l'année. Donc, j'ai une dernière question. Incidence sur technique de castration. Est-ce mieux une incision horizontale ou 2 verticales? Moi, j'ai vu du monde de faire l'horizontale qui faisait les deux en même temps. Jean-Philippe, tu peux commenter. Moi, j'ai toujours fait les 2 verticales, là, chaque testicule avec une incision. Mais je sais qu'il y en a qui font ça là, sur l'autre sens, là, puis qui arrachent tout en même temps. Ouais. Je ne sais pas, Jean-Philippe. Moi, seul commentaire, c'est sûr que les vétérinaires peuvent se prononcer plus là-dessus. Il faudra en parler aux vétérinaires, mais assurez-vous d'avoir l'équipement. C'est vos pinces, là, à un moment donné, ça ne coûte pas si cher que ça. On peut échanger. Je remarque que des fois, on a des plaies qui tardent à guérir ou qui sont beaucoup trop grossières versus ça ne coupe pas sharp comme ça. Ouais. Fait qu'il faut s'assurer que soit les pinces ou peut-être pas un exacto, là, mais tu peux m'aider là-dessus, la lame. Le scalpel. Oui, le scalpel, qu'on s'assure de garder ça bien aiguisé pour s'assurer d'avoir une bonne plaie qui guérit bien. Oui, c'est ça. Puis aussi, quand on ne pas arracher ça, comme on disait tantôt, là, en tirant là-dessus, là, à 2 mains, jusqu'à temps qu'on s'étire le coude. Là. Donc, il faut vraiment essayer de twister et couper le cordon spermatique au lieu de tirer trop fort, surtout qu'il y a peut-être des animaux qui sont plus fragilisés. Donc, s'il y a une incidence élevée, où ils vont là, pour les porcelets têteux, c'est Davidson, c'est voir avec la maternité, là, de voir l'âge des porcelets et ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, on a dépassé notre temps. Juste petit rappel pour la fin de mes notes que Karine m'a données. Prix de présence qui vont être faites la semaine prochaine. Prochain webinaire en français est à l'automne, mais il y en a en anglais. Ceux qui sont à l'aise en anglais, comme je vous dis, les présentations permettent des fois de bien suivre, de bien comprendre, surtout quand les gens sont bright comme Jean-Philippe qui mettent des vidéos. Là. Je suis un peu moins vidéo, mais Jean-Philippe en fait beaucoup, donc souvent c'est intéressant à ce niveau-là. Merci à tous les partenaires. Encore là, Alltech, ProBiotech, merci de votre support. On a aussi les partenaires web. Là, vous les avez quand vous allez sur le PIC Channel. Tous les partenaires sont aussi présents sur le PIC Channel. Donc, on vous remercie. On vous souhaite un beau week-end, espérant qu'il fasse beau et chaud. On a besoin de chaleur. Puis, on vous souhaite un bon printemps pour les semences, pour ceux qui vont aller dans le champ bientôt. Donc, on vous remercie et à la prochaine. Prochaine. Merci.